Vous nous rejoignez de quel scope, Sébastien? Ah pardon, c'était le tour de table. Donc Sébastien Follet, directeur de la SCOP Terra, bureau d'études conseil sur les questions de transition économie circulaire, gestion des déchets, etc. Oui, on vous a déjà vu la dernière fois. Tout à fait. Alors, Caroline, allez-y. Ah, vas-y, Alors, vas-y. l'enregistrement a démarré. Donc, du coup, c'est une rencontre du groupe de travail des coopératives SCOP et SIC de l'Union régionale Île-de-France et Centre-Val de Loire et territoires d'outre-mer sur le thème de la transition écologique. Donc, c'est la deuxième rencontre et l'objet du jour, ce sera expliqué par deux intervenantes expertes en transition écologique, coaching et conseil RSA. Donc, alors c'est une vidéo qui sera diffusée auprès des coopératives, auprès des membres du groupe et qui pourra être diffusée en interne des structures concernées ou via nos outils de com à l'externe, newsletter, les outils de communication du mouvement pour information. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Caroline. Donc Stéphanie et moi, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Oui, on va prendre 2 minutes pour se présenter. Donc, vas-y Stéphanie. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, j'appartiens à la SCOP Laforge. On est une CAE basée dans les Yvelines. On est une petite CAE vu qu'on est une quinzaine d'entrepreneurs salariés dans des domaines très, très variés. Et voilà, moi, mon activité, elle gravite autour du conseil RSE et de la communication principalement. À toi, Véronique. Alors, donc, moi, je suis Véronique Desarbres de la SCOP d'Estran. À l'origine, je suis coach professionnel, coach en entreprise, coach de personnes, de dirigeants d'équipes et d'organisations. Mais depuis, comme je suis assez engagée dans la transition écologique depuis 7 ans dans ma ville, et bien depuis 1 an et demi, 2 ans, nous avons décidé d'utiliser nos compétences de coach pour accompagner la transition écologique. Donc, nous sommes formés à différentes animations d'ateliers et nous accompagnons des entreprises pour faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise s'engage dans la transition écologique. Alors aujourd'hui, on va intervenir pendant grosso modo une demi-heure et puis après, il y aura un temps d'échange et de partage de pratiques. En intro, on va présenter le développement durable, la RSE et la transition écologique avec les 7 thématiques de la RSE, un point spécifique sur la transition écologique et puis les besoins et attentes des parties prenantes tels qu'ils émergent de plus en plus aujourd'hui et comment démarrer ou avancer plus loin dans son projet RSE ou de transition écologique. Et enfin, on partagera les informations entre nous et peut-être certains pourront témoigner de choses qu'ils réalisent ou poser des questions. Donc, c'est Stéphanie qui va commencer avec le développement durable. Voilà, le développement durable, la RSE et la transition écologique. Pourquoi? On s'est reposé cette question suite à la dernière conférence, enfin derniers échanges qu'on a pu avoir entre nous. On s'est dit que c'était utile de reposer les bases, hein, ça mange pas de pain. Donc la RSE, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'application des principes du développement durable au monde de l'entreprise. C'est une démarche volontaire pour la plupart des entreprises et donc pour la plupart des scopes. Et le développement durable, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est né aux Nations Unies hein, et il indique donc que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc tout ça, c'est un petit peu vaste.
C'est pour ça qu'on va voir un petit peu plus dans le détail ce que ça peut induire. Donc, le développement durable, c'est quelque chose de très vaste. Bien souvent, quand on en parle, on en arrive à ne parler que d'environnement, donc de la préservation de la diversité des espèces et des ressources naturelles et énergétiques. Mais à côté de ça, on a aussi 2 grands items qui sont très importants et qui sont tous imbriqués les uns des autres. On parlera du pan sociétal. Il s'agit de satisfaire donc les besoins en santé, en éducation, en habitat, en emploi et en prévention de l'équité, en prévention de l'exclusion, pardon. Garantir également l'équité et tout le pan intergénérationnel. Il s'agit de tendre vers un monde qui soit vivable et aussi viable en travaillant sur donc tout ce qui est économique, en créant de la richesse et en améliorant les conditions de vie matérielles. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses à retenir. Moi, le principe que j'aime bien partager, c'est les 3 P, puisqu'on va parler de people, planet, profit. Alors on parle de plus en plus également de prosperity, la place de profit, mais avec les 3 P, on est sûr que quand on garde ça en tête, on va bien travailler sur les 3 pans du développement durable. Donc on est bien sur une démarche globale. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de regarder ce qui se passe du côté de l'ISO 26000, la norme AFNOR, qui nous montre bien qu'il s'agit bien de s'attarder sur différentes thématiques. Donc, elles sont toutes là devant vous. Donc, on n'a pas que l'environnement, évidemment. On a les relations et conditions de travail. On a les droits humains, la gouvernance de l'entreprise, comment sont gérées les relations avec les parties prenantes, comment est gérée la hiérarchie. Enfin, il y a énormément d'items autour de la gouvernance également. On l'oublie bien souvent, la loyauté des pratiques, les relations clients-consommateurs et tout ce qu'on peut faire au niveau territorial ou d'intérêt local. Donc, il s'agit bien là d'avoir une démarche globale. Et on peut également donc s'appuyer sur cette norme AFNOR ISO 26000 pour déployer sa démarche RSE. Un autre item important que vous devez certainement connaître, ce sont les 17 objectifs de développement durable. Donc ce sont de grands principes, il n'y a aucunement de directive là derrière, mais simplement des grands principes qui vont aider à aiguiller les entreprises pour devenir plus durables. Et ce qui peut être intéressant pour les entreprises, peu importe qu'elles soient avancées ou pas dans leur démarche de développement durable, c'est d'adhérer ou de rédiger sa première communication sur le progrès. C'est un rapport RSE qu'on dépose sur le site du Global Compact des Nations Unies. Une fois qu'il est déposé sur le site du Global Compact, il est complètement ouvert, n'importe qui peut aller le consulter. C'est aussi super intéressant d'aller voir ce que font les autres entreprises du même secteur que nous, de la même taille que nous, voir ce qu'ils font en termes de développement durable. Donc voilà, cette COP peut être également un élément intéressant pour démarrer, on va dire, en termes de RSE, et c'est quelque chose qu'on peut rédiger chaque année et redéposer sur le site du Global Compact en s'appuyant sur les 17 objectifs de développement durable. Alors ensuite, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parler de transition écologique, environnement. Véronique, je te laisse la main sur cette partie. Oui, tout à fait. Donc au niveau de la transition écologique, en 2022, vous avez tous sans doute entendu que les experts scientifiques du GIEC nous ont confirmé que le dérèglement climatique, il est maintenant considéré comme essentiellement dû à l'activité humaine. Quand les scientifiques mettent une probabilité à 98%, ça veut quand même dire que c'est essentiellement nous qui sommes responsables du dérèglement climatique actuel.
Et pourquoi? Parce que nos activités humaines, eh bien, elles dépendent notamment massivement des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Et ces énergies nous ont permis un développement extraordinaire depuis l'ère pré-industrielle, mais pas sans conséquences. Et notamment, nos activités humaines que sont les transports, l'extension de notre habitat et tous les bâtiments industriels, l'activité industrielle et l'agriculture sont source d'émissions de gaz à effet de serre et utilisent des énergies fossiles et contribuent à la déforestation. Et donc, tout cela a un certain nombre de conséquences. Alors, juste 2 mots sur les gaz à effet de serre. Ce qu'on appelle gaz à effet de serre, c'est le CO2 qui est assez connu, le dioxyde de carbone, mais aussi le méthane, qui a un pouvoir d'effet de serre 30 fois supérieur au CO2 et qui est essentiellement dû à l'agriculture, mais aussi à des fuites de méthane. On a entendu parler, peut-être certains d'entre vous ont entendu ces derniers temps ce sujet, le protoxyde d'azote qui est dû aux engrais et puis les différents gaz réfrigérants. Voilà, tout ça contribue à un réchauffement climatique et à une acidification des océans, puisque en fait tout le CO2 qui est émis, une partie part dans l'atmosphère, mais une partie est absorbée par les océans et donc contribue à acidifier les océans. Voilà, alors, j'ai pas entendu. Alors, face à ça, comme les scientifiques du GIEC nous alertent depuis un certain nombre d'années, eh bien, en 2015, Stéphanie, tu passes le slide suivant. Donc, en 2015, nous avons eu l'accord de Paris à la COP21, dont vous vous rappelez bien. Et les décisions de l'accord de Paris, c'est maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés, donc par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle, et même poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Voilà, donc c'est ça les engagements qu'ont pris les États. Bon, vous savez bien aujourd'hui que, notamment sur l'ensemble des mois de l'année 2023, nous avons dépassé d'1,5 degré la température. Donc le GIEC considère que ce niveau est atteint quand 10 années de suite on fait ça. Alors là, en 2023, ça y est, on a déjà dépassé d'1,5 degré sur chacun des mois de l'année. Voilà. Alors, sur le slide suivant, eh bien, évidemment, vous savez que tout ça risque de déclencher des impacts assez graves sur, notamment, bien sûr, on le voit déjà aujourd'hui, des sécheresses, la montée du niveau de la mer, des vagues de chaleur, des précipitations de plus en plus fréquentes. En fait, ce dérèglement climatique, il crée surtout des extrêmes climatiques, des tornades, etc. Et donc, pour limiter ce réchauffement climatique à 1,5 degré, nous devons absolument diminuer notre utilisation, nos émissions de gaz à effet de serre. Et les objectifs sont extrêmement ambitieux parce qu'il faut diminuer de 43% d'ici à 2030. Et donc, ça représente quoi? Ça représente un objectif à 2050 de 2 tonnes de CO2 émis par personne et par an, alors qu'aujourd'hui, un Français émet en moyenne 9,3 tonnes de CO2 par personne et par an. Voilà. Donc, c'est quand même un travail très important à faire et nos entreprises ont tout un rôle à jouer là-dedans. Alors, sur le slide suivant, eh bien, en fait, les enjeux de la transition écologique, ils sont d'une part de garantir, comme je le disais, toutes ces ressources naturelles et l'exploitation de ces ressources nous ont permis des progrès considérables depuis 150 ans. Donc, c'est garantir la santé, la nourriture, l'accès à l'eau, le revenu, l'éducation, la résilience, de pouvoir s'exprimer, la
garantir des emplois, garantir l'accès à l'énergie, de l'équité sociale, de l'équité des sexes. Donc tout ça, c'est ce qu'on souhaite garantir pour l'humanité, mais ça ne doit pas se faire au détriment des frontières planétaires aujourd'hui que sont un certain nombre de l'utilisation de l'eau douce, l'acidification des océans, comme je disais, la pollution chimique, la charge atmosphérique en aérosol, l'appauvrissement de l'ozone. Alors c'est un secteur dans lequel l'humanité a fait des progrès, hein, sur notamment vous vous rappelez bien le trou dans la couche d'ozone. Aujourd'hui, ce trou, on a été capable de le résorber. Donc c'est encourageant de se dire que quand on le décide, on peut être capable. L'appauvrissement de la biodiversité, les changements d'occupation des sols, le cycle de l'azote et du phosphore. Voilà, donc c'est tout en garantissant au maximum le développement d'enjeux sociaux, et bien le faire en préservant les frontières planétaires. Voilà, donc c'est la fameuse théorie du donut, peut-être certains en ont entendu parler, de Kate Raworth. Et donc, il faut trouver cet espace socialement juste et écologiquement sûr pour l'humanité. Parce qu'entre nous, la Terre, elle s'en fiche un peu, je veux dire, elle survivra, la Terre. Hein, mais c'est nous qui ne survivrons pas sur la Terre si on ne la rend pas vivable. Voilà, alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau des limites planétaires? Eh bien, on a déjà dépassé 6 limites planétaires sur 9. Là, on le voit sur ce dernier graphique. Donc on voit que eh bien, la perturbation du cycle du phosphore et de l'azote, la pollution par des substances nouvelles, la biodiversité, il y a un écroulement catastrophique de la biodiversité, le réchauffement climatique, on le sait tous, la perturbation du cycle de l'eau douce. Voilà, donc, et puis il y a encore d'autres limites qui sont proches d'être dépassées. Donc tout ça nous amène, comme on a pu le constater, des vagues de chaleur et des incendies qui en plus amplifient le phénomène, hein, les incendies, puisque ça crée encore des émissions de CO2. Et ça diminue les forêts qui sont capables de capter du CO2. Donc, voilà. Mais ça crée aussi, on le sait bien, des mobilisations sociales face à l'explosion des inégalités, des pauvretés et des famines qui repartent à la hausse, alors que sur finalement les 100 dernières années, l'humanité avait beaucoup progressé en termes de pauvreté. Mais aujourd'hui, on voit bien que le changement climatique crée à nouveau un relancement de pauvreté et de famine. Et ça, inévitablement, ça crée très facilement des réfugiés climatiques, des guerres. Et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui. Alors, les enjeux de la transition écologique, c'est à la fois d'atténuer notre impact, donc c'est ce dont je parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est réduire toutes ces causes qui entraînent le dérèglement climatique. Mais ces causes, l'atténuation, comme on le voit, ça agit à moyen long terme. Notre objectif là de la COP21, il est pour 2050. Donc c'est éviter quelque part l'ingérable. Mais dès aujourd'hui, nous avons commencé à l'observer, il faut aussi s'adapter puisque le réchauffement climatique, il est déjà là. Et donc gérer l'inévitable, donc agir dès le court terme et localement. On a vu quand même dans le nord des inondations, des sécheresses dans le sud, des niveaux de nappes phréatiques très bas, enfin, on sait tout ça, et donc des feux qui se sont déclarés dans des régions dans lesquelles on n'était pas habitué à avoir des incendies. Donc on doit jouer sur ces deux tableaux que sont à la fois l'atténuation et l'adaptation. Voilà. Alors, en 2024, on en vient à nos entreprises, la transition écologique devient un sujet stratégique. Bien sûr, à cause de cette crise climatique dont j'ai parlé,
mais aussi bien parce que il y a de plus en plus de pression et peut-être que certains d'entre vous ont commencé à en ressentir. Donc, donc la première, c'est s'adapter avec l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus selon l'Agence européenne de l'énergie. Mais aussi pour répondre à des exigences réglementaires qui augmentent. Peut-être certains d'entre vous ont-ils entendu parler de la CSRD qui a été mise en place pour toutes les très grandes entreprises au 1er janvier 2024, mais qui va s'étendre aux PME en 2026. La CSRD, c'est de la comptabilité extra-financière. Donc, c'est tenir une comptabilité de son impact carbone et autres, donc tout ce qu'on fait en dehors de résultats financiers. Donc, ces exigences réglementaires augmentent. Mais aussi, de plus en plus, eh bien, les banques qui subissent une pression pour elles aussi devenir plus vertes, entre guillemets, eh bien, elles vont, enfin, j'entends parler de banques qui disent qu'elles vont faire évoluer leurs prêts et, et les taux accordés pour les prêts en fonction de l'engagement écologique des entreprises. On a vu récemment que Total Energy a perdu son financement par le Crédit Agricole pour un projet d'extraction, un de ces gros projets d'extraction d'hydrocarbures. Alors, on parle de Total Energy, qui est une très grosse entreprise en France, mais on voit bien que petit à petit, les banques vont mettre de la pression sur les entreprises pour leur engagement écologique. Et puis, les assureurs, il y a un certain nombre de villes en France, le long des côtes, qui n'obtiennent plus, qui n'arrivent plus à être assurées. Et peut-être, petit à petit, enfin, les assureurs ont annoncé que si on allait vers 4 degrés de réchauffement, ils n'assureraient plus dans ce cadre-là, ils n'étaient plus en mesure d'assurer les entreprises, les villes et autres. Donc, suivant le lieu où votre entreprise est située, les conditions, les risques que vous avez, eh bien, vous pouvez avoir une pression des assureurs pour continuer à vous assurer dans de bonnes conditions. Voilà. Et puis, on commence à voir aussi que les entreprises qui sont engagées, alors j'ai mis sans greenwashing avec ce petit schéma là, un peu amusant, mais parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font un peu semblant depuis quelques années de s'engager, mais les vrais impacts, c'est pas de mettre un composteur par-ci ou de trier des déchets par-là. Les impacts, ils sont beaucoup plus importants. Donc les entreprises qui, elles, s'engagent, eh bien, vous le savez, elles sont plus attractives pour leurs clients, pour leurs collaborateurs internes et pour les candidats, ça commence à se dire de plus en plus, mais aussi pour leurs partenaires, j'en ai parlé, assurances, banques, collectivités locales, etc. Voilà. Je te laisse la main, Stéphanie, pour continuer. Oui, oui, oui. Il va falloir qu'on accélère un petit peu, je pense. Ce qu'on voulait vous dire, c'est aussi de tenir compte du cycle de vie global de tout ce qu'on peut acheter et consommer, puisque bien souvent, on peut avoir une vision un peu étriquée en se disant, eh bien, je vais acheter tel objet, il va m'aider à le faire des économies, sauf que potentiellement, cet objet a été fabriqué à des milliers de kilomètres de chez nous, qu'il a nécessité l'extraction d'énormément de matières premières, qui pour l'extraction a pollué les sols au niveau local et qu'on a peut-être aussi au passage maltraité quelques travailleurs locaux, qu'il a évidemment voyagé par bateau, par avion, et que pour sa fin de vie, on ne sait peut-être pas bien d'ailleurs comment ce sera géré. Donc, ce qu'on voulait vous dire par là, c'est que préserver l'environnement, c'est prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de ce qu'on consomme. Donc, du berceau à la tombe, en pensant aussi multicritères, pas uniquement gaz à effet de serre, mais aussi matières premières, pollution des sols, impact sur la biodiversité, etc. Voilà.
Ouais, on voulait faire un focus, mais on va le faire très rapide sur le bilan carbone. Tu veux reprendre la parole, Oui, en Véronique? fait, très rapidement, puisque ça sera abordé à la prochaine intervention, les entreprises sont amenées à faire des bilans carbone et vous avez peut-être entendu parler des notions de scope 1, scope 2 et scope 3. Donc, on a juste fait ce slide pour vous dire de quoi il s'agit. Le scope 1, c'est les émissions directes liées à l'activité de l'entreprise et de sa flotte de véhicules. Le scope 2, ce sont les émissions indirectes dues à sa consommation d'électricité, de vapeur ou de chaleur. Et le scope 3, ce sont toutes les émissions issues des sources n'appartenant pas ou n'étant pas contrôlées par l'entreprise, donc aussi bien en amont qu'en aval. Voilà, donc c'est des termes, vous l'aurez dans le texte, mais lorsque l'on fait un bilan carbone, on rentre dans ces termes-là, donc on s'est dit que c'était utile que vous ayez juste cette information de ce que c'est que ce que regroupe ces termes. Voilà. Ouais, on ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus. Ok. Merci Véronique. On va faire un focus sur les parties prenantes. Véronique en a parlé tout à l'heure. Les entreprises aujourd'hui subissent des pressions. Ça se ressent peut-être pas dans toutes les entreprises aujourd'hui, mais peut-être les premières pressions qui se ressentent, c'est peut-être celles des fournisseurs qui vous demandent des comptes. Est-ce que vous avez un rapport RSE? Est-ce que vous êtes certifié, etc., etc. Parce que eux-mêmes doivent prouver en interne ou même à l'externe qu'ils sont engagés dans la transition écologique. Donc, on a voulu vous remettre un focus sur qui sont les parties prenantes. Alors là, c'est qu'un exemple. Mais je pense que c'est le plus généraliste qui existe. Donc, il y a des parties prenantes internes et des parties prenantes externes. Il est toujours évidemment très utile et très intéressant de les impliquer au plus tôt dans vos réflexions de démarche de transition écologique, puisque au plus tôt vous comprendrez leurs contraintes et leurs besoins, au plus tôt vous répondrez à leurs besoins. Ensuite, un focus collaborateur. Alors, si aujourd'hui votre organisation n'est pas engagée sur le plan de la RSE, eh bien, 2 à 3 candidats sur 2 candidats sur 3, pardon, renonceraient aujourd'hui à la rejoindre. J'arrive plus à voir la source parce que c'est caché, mais c'est écrit sur la slide, vous devez le voir. Care News 2023. Voilà, merci. Et donc là, on a trouvé intéressant aussi de vous montrer qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les nouveaux talents et comment on fait pour les fidéliser. Ce qu'on peut remarquer, c'est que quelle que soit la génération des talents, eh bien, il y a quand même pas mal d'items qui font partie de la QVCT, la qualité de vie au travail, dont l'équilibre vie perso, vie pro, le sens au travail, le travail en équipe. Et puis une entreprise transparente et éthique, ça c'est des choses qui reviennent assez fréquemment. Donc voilà, on s'engage dans la transition écologique pour soi, mais aussi pour sa marque, pour engager de nouveaux collaborateurs qui partagent nos valeurs et également pour les valoriser, pour les fidéliser, pardon. Les actions les plus plébiscitées à ce jour par les entreprises, du moins c'est issu du baromètre RSE 2022 de Carbo. La première action dans laquelle les entreprises s'engagent, c'est les achats responsables. Pourquoi c'est important? Tout simplement pour ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'une entreprise qui cherche à faire des achats responsables va elle-même vous demander de montrer patte blanche, de fournir des preuves sur la façon dont vous vous engagez concrètement dans la transition écologique. Et ensuite, le deuxième item dans lequel les organisations s'engagent, c'est la mobilité durable. Alors évidemment, les bénéfices d'une démarche de RSE ou transition écologique, c'est évidemment de répondre aux besoins des attentes et des consommateurs qui sont de plus en plus pressants et concrets, de favoriser la confiance, donner du sens au travail, favoriser l'engagement des équipes, d'asseoir la marque employeur et de favoriser le sentiment d'appartenance. Tout ça, c'est des choses, je pense, on ne vous apprend pas grand-chose là-dessus. Alors, comment on fait aujourd'hui pour apporter des preuves? Tout à l'heure, je vous ai parlé brièvement des 17 objectifs de développement durable. On peut tout à fait commencer par rédiger un rapport RSE
Il n'y a aujourd'hui pas de cadre spécifique pour rédiger son rapport RSE. Chacun peut le faire à sa façon, mais vous pouvez aussi vous dire que vous pouvez vous baser sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies en rédigeant une COP. Donc, ça vous donne déjà une base. Donc, c'est évidemment quelque chose de déclaratif. Personne n'ira vérifier ce que vous déclarez. Et pour aller plus loin, on vous a donné comme exemple 2 labels, un au niveau français qui s'appelle le label engagé RSE, qui est généraliste, global, et 2 autres internationaux que sont EcoVadis et Bicorp. Donc, c'est des labels, c'est de la certification. Et au-delà de ça, au-delà de ces labels généralistes, vous avez une multitude de labels qui sont sectoriels et qui peuvent correspondre totalement à vos besoins. Et comme le disait Véronique, donc, au niveau réglementaire, les grandes entreprises et les PME qui sont cotées en bourse ont l'obligation, donc à partir de 2024, enfin, elles devront déclarer en 2025 leurs impacts dans un reporting extra-financier qui s'appelle la CSRD. Voilà, alors comment démarrer ou aller plus loin dans son projet RSE ou de transition écologique? Eh bien, ce qu'on note, c'est souvent, il y a ce fameux triangle de l'inaction. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le triangle de l'inaction, c'est un triangle entre les individus, les entreprises et l'État, et les collectivités locales. Et alors souvent, on se dit, ah bah oui, mais moi, en tant qu'individu, mon impact, je suis une goutte d'eau dans l'océan, donc ça ne sert à rien. Et puis, c'est les entreprises qui polluent, et donc, c'est pas à moi de m'en occuper. Et puis, les entreprises, elles disent, nous, on a des consommateurs, ils nous demandent de la fast fashion, on fait de la fast fashion. Hein, je te donne cet exemple-là, mais où ils nous demandent du pétrole dans dans leur voiture, on leur offre du pétrole dans leur voiture. Donc, nous, on respecte la réglementation et on offre aux consommateurs ce qu'ils demandent. Et puis, l'État dit, nous, on a une population qui vote pour nous, et donc, quand on essaye de mettre en place des choses qui sont coercitives, on est impopulaire. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre d'événements de ces dernières années. Et puis, il faut que les entreprises soient compétitives, et donc, on fait confiance aux entreprises pour avancer. Voilà, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction écologique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on attend toujours que ce soit l'autre qui fasse. Et en fait, non, aujourd'hui, il faut rentrer dans un triangle de l'action parce qu'il y a urgence, et donc engager sans attendre aussi bien l'entreprise, en particulier, je pense que les dirigeants de chaque entreprise doivent être porteurs d'un message fort et de l'incarner. Hein, c'est pas faire des belles déclarations de RSE, mais en même temps ne pas être prêt à s'engager. Et puis embarquer aussi les salariés, mais aussi bien les salariés dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée, parce que tous ensemble, nous devons absolument nous engager dans la transition écologique qui a maintenant urgence. Hein. La COP 21, c'est 2015, on est déjà en 2024 et on n'arrive pas à avancer sur le chemin qui avait été les scénarios tracés depuis 2015. Donc 2030 et 2050, c'est demain. Alors, des exemples d'actions possibles, eh bien, comme on l'a dit, s'engager dans une démarche RSE, choisir un label ou une certification, se faire accompagner si besoin par des gens qui savent accompagner les entreprises dans cette démarche, mais aussi donner une dimension stratégique à la démarche, faire en sorte que la préoccupation RSE ou de transition écologique soit présente dans toutes les décisions, au même titre que certaines entreprises ont l'habitude d'intégrer la qualité ou la sécurité. Eh bien maintenant, il faut intégrer la notion de transition écologique, c'est-à-dire ne pas faire, par exemple, de la maladaptation. S'il fait chaud l'été et qu'on met en place des climatisations, on empire le phénomène. Donc il faut trouver dans toutes nos décisions, et notamment d'investissement, qu'elles soient compatibles avec la transition écologique. C'est bien aussi d'associer l'ensemble de ses collaborateurs. Vous avez tous entendu parler des fresques du climat, sans doute.
La fresque du climat, ça se répand. Il y a 1,5 million de Français qui aujourd'hui ont fait des fresques du climat. C'est une bonne sensibilisation qui permet d'avoir une vision d'ensemble systémique sur ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il y a un atelier, l'atelier d'automne qui émerge. 150 000 personnes sont formées aujourd'hui. C'est un atelier qui engage les gens dans leur bilan carbone personnel et comment ces personnes peuvent avancer chacun à titre individuel. Et ça donne une conscience positive et d'actions possibles, simples, qui permettent d'améliorer son bilan carbone. On peut aussi faire un bilan carbone de l'entreprise et ça, ça sera l'objet de la prochaine intervention de ce groupe. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone de l'entreprise pour identifier évidemment les axes prioritaires d'action et d'investissement. On peut suivre un atelier pour identifier les risques et s'adapter. Donc, c'est des ateliers de l'adaptation au changement climatique. On peut réaliser un rapport RSE, communiquer sur ses engagements, agir sur ses parties prenantes, comme on l'a déjà évoqué. Alors, on va vous parler de ce que fait aujourd'hui la CGScope en termes de transition écologique. Donc, depuis le dernier congrès, la transition écologique est devenue un axe majeur de la CGScope. Et donc, il y a une commission qui travaille. Alors, est-ce que Eyal est arrivé ou pas ? Non, il ne paraît pas être là. Donc, on va parler en son nom, parce que nous, on a rencontré les gens de la CGScope. Donc, une commission travaille à définir la feuille de route de la CGScope. La CGScope a réalisé un bilan carbone grâce à la coopérative Esper, qui d'ailleurs, je crois que c'est eux qui interviendront la prochaine fois. Et ils ont décidé la semaine dernière de recruter un chef de projet à plein temps sur la transition écologique parce que la personne qui s'en occupait ne le faisait pas à plein temps. Donc, si quelqu'un est intéressé, l'offre normalement a dû paraître vendredi ou va paraître incessamment sous peu, donc pour recruter un chef de projet. Alors, pour les scopes, la CGScope, qui est dans l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, met à votre disposition un calculateur carbone plus impact social gratuit qui s'appelle Valor ESS. Donc, à partir du moment où vous êtes adhérent à la CGScope, vous pouvez accéder gratuitement à ce calculateur carbone pour votre entreprise. Il existe également un fonds d'ingénierie transition écologique qui a été mis en place par la CGScope et qui permet de financer soit un bilan carbone, soit une étude d'impact, soit des actions de sensibilisation, soit toute ou partie d'un accompagnement à la transition écologique, jusqu'à 80%. Donc le montant qui est proposé par la CGScope, c'est 80% du coût de la prestation à hauteur de 3 200 €. Donc, sachez qu'aujourd'hui, il n'y a eu que 4 dossiers déposés pour l'instant, mais la CGScope peut vous financer 3 200 € de votre accompagnement RSE. Et puis, la CGScope a décidé d'expérimenter dans 4 territoires. Alors, malheureusement, pas le nôtre pour l'instant, mais peut-être ce sera par la suite, j'imagine, une feuille de route sur la transition écologique avec l'idée de rechercher comment le mouvement peut-il aider à financer la transition écologique. Petit ajout, vous ne savez peut-être pas, mais en fait, votre bilan carbone, vous pouvez obtenir aussi un financement de la BPI jusqu'à 30% du montant de votre bilan carbone. Un bilan carbone, c'est généralement autour de 7 000 à 8 000 €. Donc, vous pouvez consulter votre délégué régional pour savoir comment obtenir ce financement. Donc, entre 30% de 8 000 € et 3 200 € par la CGScope, vous pouvez avoir une petite somme quand même intéressante pour être financé dans cette démarche. Stéphanie, je te laisse présenter les scopes qui s'engagent. Oui, on s'était dit que ce serait intéressant de partager avec vous. Alors, c'est peut-être pas, certainement pas exhaustif. En tout cas, on vous a partagé en effet la liste des scopes qui s'engagent dans la transition écologique. On a évidemment les licornes avec 2 O, donc les coopératives pour la transition qui se trouvent là tout à gauche. Donc, c'est différents secteurs, différents métiers, mais c'est des scopes qui s'engagent ensemble et qui partagent les bonnes pratiques et les mêmes valeurs au sein de
au sein de ce regroupement. Et puis, sur la droite, on a d'autres scopes. Et bien évidemment, on pourrait également rajouter les vôtres, parce que j'imagine que vous êtes également engagés dans la transition écologique. Donc voilà, on vous fera parvenir dans tous les cas la présentation et vous aurez accès à cette liste complète. Et puis, pour finir, avant de passer à un temps d'échange, on vous propose de monter ensemble quelques marches, de voir comment on peut essayer de progresser donc vers l'engagement. Donc, comment on peut démarrer? Tout simplement en sensibilisant, en informant les collaborateurs, en allant même à les former sur la transition écologique. On peut partager de la veille au quotidien, en interne et même à l'externe. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas partager avec nos partenaires fournisseurs de la veille sur ce qui se passe dans le secteur. On peut évidemment réaliser son bilan carbone personnel. Il existe différents outils pour le faire et c'est déjà une première très bonne étape pour comprendre bien comment ça se passe, là où on en est nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut chacun à notre niveau changer la donne, puisqu'on l'a vu, on a tous un objectif individuel mais qui est aussi collectif. Et puis, on peut impliquer évidemment les parties prenantes dans la réflexion au plus tôt. Ensuite, la marche d'après, ça peut être de rédiger son rapport RSE, d'identifier ses axes de progrès en essayant d'être le plus transparent possible. Personne n'est parfait, aucune entreprise aujourd'hui n'est parfaite en termes de transition écologique. On traîne tous un passif. Notre activité n'est pas forcément la plus légère possible, mais en ayant une démarche transparente, on sait montrer là où sont nos faiblesses et on sait aussi valoriser là où sont nos marches de progrès et là où on a avancé. Donc, c'est d'autant plus valorisant. C'est évidemment définir et piloter des indicateurs de mesure, puisque sans mesure, c'est compliqué de valoriser tout cela. Et puis, on peut tout simplement encourager et soutenir des collaborateurs qui s'engagent. On peut également soutenir des associations ou des coopératives ou des commerces locaux via de la philanthropie, via du mécénat de compétences également. J'ajouterais là-dessus que vous avez sans doute parmi vos collaborateurs un certain nombre qui ont fait, par exemple, qui ont suivi des fresques du climat ou même qui sont animateurs de la fresque. Rien ne vous empêche de les solliciter pour animer des fresques dans vos entreprises. Donc, et en tout cas, les collaborateurs sont toujours heureux de voir que finalement, on les soutient dans cette démarche-là. Et puis, s'engager dans la transition écologique, c'est aussi, pourquoi pas, participer à des actions de plaidoyer, à des groupes de réflexion par secteur, par thématique, et puis partager réciproquement ses expériences avec ses pairs. On l'a vu ensuite, l'étape d'après, ça peut même être l'étape d'avant, mais réaliser le bilan carbone de l'entreprise, ça nous aide à définir des objectifs, à avoir des premiers indicateurs de mesure qui soient spécifiques et atteignables. Et puis, c'est plus simple, on va dire, pour engager l'entreprise pour atteindre ses objectifs à partir du moment où on sait d'où on part. La marche d'après, ça peut être de se certifier, un label sectoriel et ou un label généraliste. Et puis, alors on l'a mis plus haut, intégrer la transition écologique dans la raison d'être, mais elle peut être aussi comme première marche, comme moyen d'engager les collaborateurs et les parties prenantes, de définir ensemble une raison d'être qui fera en sorte que l'organisation va se transformer en profondeur. Et la dernière marche pour décrocher les étoiles, ce serait de transformer le business model pour tendre vers un business model à impact positif. Mais là, c'est vraiment la très grosse marche. Et puis, ce qui est important, c'est l'amélioration continue, parce que c'est jamais terminé. On finit toujours par apprendre. Notre environnement évolue, donc il nous faut évoluer avec lui. Voilà, nous en avons fini pour notre présentation descendante. On vous propose maintenant d'échanger. Alors, on avait prévu jusqu'à 15 heures.
Voilà. d'être Alors, on a ensemble. déjà une première remarque dans le chat qui est donc un exemple de balance carbone très intéressant et ludique. Hein, donc, nous transmet Jean-Michel. Et puis, Barbara nous dit, nous parlons beaucoup de carbone, mais il y a aussi d'autres gaz à effet de serre, oui, évidemment. Hein, donc, on a dit les 4 principaux, méthane et autres. Et puis, il y a aussi des problèmes de consommation de ressources, absolument, et de plus en plus des enjeux sur la biodiversité. Oui, oui, tout à fait. Merci Barbara de rajouter ces précisions. Notre exposé se voulait pas forcément exhaustif, on ne peut pas aborder tous les sujets, mais évidemment, il y a un écroulement phénoménal de la biodiversité, et donc il y a une urgence aussi à être attentif à la biodiversité, et ça rentre dans l'ensemble de la palette des actions que l'on peut faire dans les entreprises. Est-ce que, du coup, peut-être qu'on peut arrêter le partage d'écran et partager tous ensemble. Donc, je vois des mains qui… Marie-Geneviève, tu poses une question. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est exactement une question, mais je pense que merci déjà pour cette présentation. Il y a une première chose à laquelle j'ai pensé, alors, vous l'avez abordé sur la question du triangle de l'inaction, mais c'est aussi comment répondre à ceux qui contestent en fait la gravité du sujet. Et dans ce contexte-là, le fait que sur l'activité humaine, sur le fait de savoir si c'est bien 98% de l'activité humaine qui fait que c'est ça la cause du réchauffement climatique, il y a encore pas mal de gens climato-sceptiques qui prétendent que non. Or, je pense qu'il y a une façon justement de renverser un petit peu le débat avec ces gens qui le contesteraient, c'est de dire que dans un sens, c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est lié à l'activité humaine, parce qu'au moins on peut agir dessus. Alors que si c'était simplement un cycle naturel de la planète qui, dans son évolution, nous bouleverserait, on serait effectivement complètement désarmé. Et même si c'est difficile, je pense que c'est quand même important d'insister dans nos argumentaires là-dessus. Super, merci beaucoup Marie-Geneviève pour cette suggestion très, très utile. Et puis l'autre aspect qui me semble important, c'est ce que vous avez dit aussi toutes les deux, notamment dans la dernière slide, là, c'est, à mon avis, c'est encourager tout ce qui est transversalité sur ce combat. Parce que comme vous l'avez bien dit, il y a beaucoup de renvois. Les uns disent ce que je peux faire moi à titre individuel, c'est une goutte d'eau, c'est aux entreprises d'eux ou c'est à l'État d'eux, etc. Or, on sait tous, on sait, je pense, autour de cette table que c'est justement l'action conjointe de tous les acteurs. En fait, il n'y a personne qui peut s'abstraire de cette responsabilité et en même temps, évidemment, il faut que tout le monde s'y mette. Et si on peut mettre en valeur des partenariats avec d'autres niveaux d'intervention, pas seulement au sein de sa propre entreprise, mais justement en mettant en œuvre la place des collaborateurs, en montrer comment ils travaillent avec telle ou telle association. Moi, j'ai souvent pensé que nous, en tant que SCOP, on est des coopérateurs dans nos coopératives, mais on est aussi des acteurs dans la cité, comme le disait un ancien slogan de notre mouvement. Et valoriser l'engagement des uns et des autres dans notre propre entreprise pour montrer qu'on collabore tous dans un sens quand même commun, même si tout le monde n'y va pas exactement par le même chemin, ça me semble important. Voilà, c'est tout. Merci Marie-Geneviève. Alors, y a-t-il d'autres remarques, questions, partage d'expériences Oui, Magali. Oui, moi j'avais juste une question par rapport au scope qui s'engage. Là, on avait une liste qui était présentée, mais pas d'action précise en face. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les types d'actions qui ont été mises en place par COP Circuit, la NEF concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme exemple d'actions qui ont pu être mises en place? Alors, dans les scopes, notamment les licornes, vous retrouverez pas mal de scopes qui ont dans leur business model, c'est un business model à impact. J'allais vous donner un exemple, mais c'est pas dans le… Scope et SIC, ne pas oublier qu'il y a beaucoup de SIC aussi là-dedans. Oui, Je m'excuse pour l'interruption. Ouais.
En parlant des Vous avez SIC, par exemple en parlant des SIC, il y a Cities qui, dans son business model, prône l'autopartage. Et effectivement, c'est l'économie de demain et c'est les préoccupations d'aujourd'hui climatiques. Donc voilà, c'est un des exemples. Mais Tout à fait. Common, par exemple, qui eux, ils sont plus sur la location de smartphones, d'appareils ordinateurs portables. Évidemment, ça aussi, c'est dans leur business model que de proposer une alternative à la possession. Et donc là, on est plutôt sur l'économie de l'usage. Et du coup, on est vraiment dans un cœur économique de la transition écologique. Alors, pour répondre à la question sur la façon de s'engager, l'impact le plus important des Français, c'est le transport, et notamment la voiture. C'est vrai que vous citiez le réseau Cities. Nous, notre scope, elle est toute petite, mais on a adhéré à Cities. Et lorsque l'on a des déplacements à faire, on les fait en train. Et à l'arrivée, on a une voiture Cities qui est de plus en plus souvent électrique et qui permet donc de faire les derniers kilomètres. Voilà. Donc, on peut faire ce genre de démarche. On a aussi acquis des vélos électriques pour l'entreprise et qui sont utilisés donc il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui s'engagent là-dessus à proposer d'autres modes de transport pour encourager au maximum. Et puis on peut faire aussi développer le covoiturage, voilà, rien que sur l'aspect des transports. Alors, d'autres questions? Oui, Barbara nous demande en quoi les SCOP et SIC peuvent-elles développer au sein de leurs équipes, je pense au CAE, des initiatives particulières innovantes que ne pourraient ou difficilement faire des entreprises traditionnelles. Alors, l'exemple des CAE, donc des coopératives d'activité et d'emploi, oui, c'est vrai que c'est particulier puisqu'on est tous indépendants, on appartient à un collectif et on ne partage pas forcément de bureau. Moi, je prends l'exemple de la Forge, la CAE à laquelle j'appartiens. On n'a pas de locaux en commun. Donc déjà, on est vraiment des individualités, enfin, on est chacun de notre côté. Moi, je dirais qu'un premier niveau peut être déjà du partage d'informations. Ça peut être faire une fresque ensemble ou faire de la veille déjà au niveau local, faire marcher l'économie locale, les commerçants locaux, faire connaître tout ça. Et ensuite, lorsqu'on a des locaux communs, eh bien, rien que sur les locaux, il y a déjà énormément de choses à faire. Et une fois qu'on a des locaux, eh bien, il faut s'y rendre aussi. Donc, il faut également travailler sur la mobilité. On peut travailler sur les achats. Donc, il y a plein de choses à faire. Je dirais davantage lorsqu'on a des locaux et peut-être moins lorsqu'on n'a pas du tout de locaux, mais je peux me tromper, à vous la parole. Oui, je rajouterais d'autres choses aussi, par exemple, choisir sa banque. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de banques qui continuent à financer des projets qui sont mauvais pour la planète et puis d'autres banques qui sont engagées. Donc, on vous a cité comme exemple la NEF. Et donc, voilà, je dirais, il peut y avoir, on peut être attentif aussi à mettre de la pression sur ces fournisseurs de ce type-là et quels sont leurs engagements sur ces sujets-là. Voilà. Autre chose que l'on peut faire aussi quand on est un peu une plus grosse scope, c'est encourager à faire des repas végétariens et manger moins de viande rouge, parce que la viande rouge est un des domaines dans lesquels il y a un impact écologique très important. Donc vous avez tout un tas de petites choses que vous pouvez faire à l'échelle de votre scope et qui ont de l'impact. Choisir si vous avez un projet de déménagement, un bâtiment qui n'est pas une passoire thermique. Et là, c'est juste une préoccupation même, ne serait-ce qu'économique, hein, mais aussi écologique, évidemment. Donc, d'autres questions ou remarques ou partage de pratiques? Qu'est-ce que vous avez pu faire, vous, déjà dans vos scopes? Oui, à la limite, moi, je voulais bien partager plutôt des freins qu'on rencontre. Oui, du coup, pour rappel, moi je travaille à l'atelier TAC et on produit du mobilier sur mesure avec des matériaux de réemploi. Donc, c'est vraiment déjà au cœur de l'entreprise, quoi, de ces questions environnementales et sociales. Et en fait, on a mis pas mal de choses en place et puis ça se rajoute au fur et à mesure. Voilà. Et on voulait se faire reconnaître RSE ou même Bicorp qu'on avait regardé, mais on s'est très vite heurté à la question financière en fait, parce que ça coûte hyper cher de se faire reconnaître et d'avoir
et de passer là, les contrôles en fait avec les OTI tous les ans. Et voilà, on s'est heurté à ça. Et puis après, à la limite, il y a une deuxième question qui est que, en effet, on est au prix par rapport à un menuisier quoi, qui fait du sur-mesure. Mais bon, ça reste difficile encore aux particuliers, notamment d'accepter que c'est vrai que c'est beaucoup plus cher qu'IKEA, quoi, parce que ça n'a rien à voir. Et du coup, il y a toute cette, pour le moment, ça pose pas vraiment question, mais bon, voilà, il y a toute cette transition des mentalités des consommateurs, quoi, qui est un peu compliqué. Mais en général, quand on explique, ça passe, mais bon, voilà, ça dépend. Bon, alors on vous a donné quelques éléments en termes de financement, hein, donc peut-être que ça va pouvoir vous aider. Pour le bilan carbone, oui, ça, ce serait une bonne chose. Ouais, Alors, le financement de donc la BPI finance les bilans carbone, mais la CGScope est ouvert. Donc, ça peut être autre chose que le bilan carbone. Ça peut être un accompagnement RSE, ça peut être, je ne sais quoi, le financement d'ateliers, de sensibilisation, enfin, tout ce que. Voilà, c'est tout ce qui est autour de la thématique de la transition écologique. Je confirme. Ouais. Je Pour ce confirme. qui est je vous entendais parler, Chloé, du label. Pardon. Ben c'est Jean-Michel qui représente. Non, c'est Aurélien. Aurélien, je confirme. Comme je suis représentant de la CGScope cet après-midi, je confirme les propos qui viennent d'être dits sur le fond. Mais c'est vrai que je rebondis sur l'intervention de Chloé et l'intervention de Stéphanie et de Véronique tout à l'heure, pour inscrire en fait cette logique en fait de transition écologique dans la stratégie de l'entreprise. Ce qui fait que quand on fait un plan de financement, ces coûts globaux, effectivement, ils peuvent être un frein, mais il faut les inclure dans une stratégie. Et donc l'intégrer carrément dans des besoins de financement et sur du long terme. Et quand on a cette stratégie-là, enfin cette présentation-là, quand on parle à des partenaires bancaires ou des partenaires financiers, c'est beaucoup plus entendable, beaucoup plus finançable, du coup, beaucoup plus facile, et on peut trouver plus facilement du financement par rapport à cette démarche-là, parce qu'on l'inclut dans des besoins globaux. Merci. Alors, Jean-Michel, vous voulez parler? Oui, merci. Donc, juste pour compléter, Chloé, nous, à la Fédération des Scopes du BTP, on mobilise notre OPCO de la construction qui permet de financer des coachings. Donc, c'est 5 jours de coaching et ils prennent en charge à concurrence de 5 000 € hors taxe. Donc, pour 6 000 € TTC, l'OPCO Constructis peut accompagner, donc peut-être que le vôtre également. Okay. Sébastien. Sur le coaching plutôt que. Enfin, c'est sur le coaching et pas la labellisation, si je comprends bien. Oui, en fait, l'accompagne sur le coaching pour préparer l'entreprise, donc pour qu'elle initie sa démarche. Après, sur la labellisation, nous, la Fédé, on a un partenariat exclusif avec l'AFNOR pour lequel on a des réductions. On a négocié des réductions pour nos adhérents. Donc, on paye ce qu'on appelle un audit à blanc. Donc, nous finançons pour nos adhérents l'audit à blanc, comme ça, ils savent où ils en sont dans leur démarche RSE, leurs actions RSE. Et puis ensuite, ils ont la possibilité, c'est une convention tripartite pour être labellisés sur la norme ISO 26000. Alors, Sébastien voulait parler. Merci. Oui, j'avais une petite remarque. Bon, nous, on a commencé là, une démarche RSE. On travaille sur 2 axes assez classiques qui ont été d'ailleurs présentés, à savoir les achats et justement la mobilité. On est dans le tertiaire, donc c'est les 2 points sur lesquels on pourrait le plus agir. Et donc sur la question des achats, en fait, j'avais 2 remarques. Je me demandais si il ne pouvait pas être intéressant d'intégrer dans les indicateurs un taux des achats en scope. Je me dis qu'on est tous quand même hyper convaincus de l'impact social de notre modèle. Et est-ce que, alors au niveau de la CGScope, au niveau de ce groupe RSE, au niveau enfin, je ne sais pas on ne va pas créer un nouveau référentiel, il n'y a peut-être pas l'idée de créer des nouveaux référentiels, mais en tout cas, essayer de diffuser au sein de notre mouvement pour à la fois se renforcer les uns les autres et intégrer ça dans les indicateurs qu'on pourrait
même défendre d'ailleurs vis-à-vis de Ouais, complètement. certifications. Ouais, vis-à-vis de- complètement, ça peut être, ouais. Au même titre qu'une entreprise pourrait choisir uniquement des fournisseurs bio ou etc. Ça pourrait être, ouais, en effet. Et puis ça fait référence comment il existe un inventaire des scopes. On pourrait mettre en avant les labels de chacune des scopes et en quoi elle est engagée, etc. Ça pourrait être quelque chose sur lequel on pourrait travailler, en effet. Ouais, et on voit en plus que, enfin là vous avez présenté les licornes ou d'autres, mais c'est vrai qu'on a quand même aujourd'hui dans un grand nombre de panels de services et de produits, la possibilité serait d'acheter un scope. Alors nous, pour l'instant, on n'est pas encore des très bons élèves. On a quelques fournisseurs scope, c'est comptable ou autre, mais c'est vrai que aller jusqu'à la téléphonie, enfin, voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et dernière remarque, je me demandais si ne serait pas intéressant, dans le cadre de ce groupe, d'avoir une présentation par une représentant des licornes pour nous présenter un peu plus ce que fait ce groupe. Alors que moi je connais, dont j'ai déjà entendu parler, mais dont je ne connais pas bien l'objet, les actions de lobbying, etc. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant parce que je ne sais pas, par exemple, si aujourd'hui ils sont plutôt en recherche d'adhérents, s'ils ont une vocation à grossir ou ils ont plutôt une vocation à... Voilà, quelle est leur vocation et qu'ils nous le présentent, ainsi que nous présenter aussi de façon tout à fait pragmatique l'ensemble de leurs services pour favoriser l'achat de ces services de scope à scope. Ouais. Ok, bah merci de ces propositions intéressantes que certainement Caroline va retenir. Et, et sinon, bon, il est 4h05, donc il va falloir, même plus que ça, 4h08, il va falloir qu'on s'arrête. Jean-Michel, une dernière remarque ou question? Merci. Non, c'est juste, voilà, je lance une invitation. On a un club RSE des scopes de la construction sur des scopes qui sont labellisés ou qui ont déjà initié une démarche. Et donc, Monsieur Follet ou d'autres participants, si un jour vous souhaitez venir au club pour participer à un atelier, rencontrer les entreprises de la construction qui sont labellisées, discuter, échange de pratiques, etc. Voilà, l'invitation est lancée. On peut se contacter et puis voir comment on organise tout ça. Ce sera vraiment avec plaisir. Eh bien, écoutez, merci. Oui, évidemment, Copadev, achat possible auprès de coopératives référencées. Oui. Bien sûr, on reçoit régulièrement de chacun d'entre nous les propositions de la Copadev. Eh bien, écoutez, merci à tous de votre participation. Stéphanie et moi, nous sommes à votre disposition si vous avez envie d'aller plus loin. Stéphanie sur la partie accompagnement de projets RSE, moi sur la partie coaching de la transition écologique dans l'entreprise, donc avec l'animation bien sûr de fraises de climat, d'ateliers d'automne, d'ateliers de l'adaptation au changement climatique. Et puis voilà, on sera ravis de vous retrouver à la prochaine présentation sur le bilan carbone de l'entreprise. Et Stéphanie, je ne sais pas si tu veux dire un mot avant que Caroline ne conclue. Non, voilà, n'hésitez pas à nous joindre et je pense qu'on se retrouvera, oui, en effet. Merci à tous pour vos questions, vos réponses et vos propositions très pertinentes. Merci à vous. Du coup, juste un petit mot pour conclure. Véronique et Stéphanie, merci beaucoup pour cette présentation plutôt complète dans un temps record quand même. Je vous transmettrai du coup les éléments, le PowerPoint. Tout sera sur le Teams et je vous ferai un petit mail récap avec les coordonnées, notamment Jean-Michel pour ton groupe. Et il y aura les mails de tout le monde si vous souhaitez échanger. Sébastien, merci beaucoup pour l'idée pour les licornes. Et pour info, la prochaine rencontre aura lieu le 29 mai à 10h et elle sera animée par Monsieur Fillot du cabinet Esper sur le thème du bilan carbone avec un témoignage de l'ACG qui a bénéficié de ses services pour faire son propre bilan carbone. Il y aura une autre rencontre le 2 juillet à 10h avec une coopérative qui anime un dispositif employeur pro vélo. Et puis, voilà, on avait convenu à la première rencontre qu'il y aurait 3 rencontres avec des experts, puis une rencontre plus ciblée acteurs de la transition écologique.
Donc, du coup, en septembre, il y aura une rencontre pardon, pour ces acteurs-là, pour faire un bilan et trancher sur les prochaines interventions, en sachant qu'il y a déjà une intervention proposée sur le sujet de l'éco-conception. Moi, du coup, je vais creuser pour proposer quelque chose avec les licornes. Très, très bonne idée. Et puis aussi, la rencontre de septembre, il y aura la présence de la CRES, qui a un tableau qui recense tous les acteurs de la transition écologique, donc qui présenteront cet outil-là. Voilà. Bah, je vous remercie. Caroline, pardon, oui. il pourrait être aussi intéressant de regarder du côté des scopes de l'industrie. Je crois que c'est Aurélie Chamaré, la secrétaire générale, enfin, en tout cas, qui pilote. Les scopes de l'industrie sont engagés dans des actions de transition écologique, donc il y a peut-être des choses intéressantes à regarder de ce côté-là. C'est noté, merci. Merci à tous. Et puis, sur ce moment encourageant pour la suite, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de À journée. bientôt. Merci à À tous. bientôt. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir. Bon, Caroline est partie. Je ne sais pas si elle a ouais. coupé. Je On va vois peut-être qui- quitter. On quitte et je t'appelle. Ouais. Bon, bah, ça y Il n'y a est. plus que toutes les deux. Il n'y a plus que toutes nous deux. J'espère que l'enregistrement est coupé. Oh, bah, sûrement, puisqu'elle elle est partie, donc ça éteint certainement l'enregistrement. Ah non, non, voilà. Voilà, je vais couper l'enregistrement. Je suis revenue parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, Ah bon, je d'accord. coupe l'enregistrement.